Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Business Intelligence et Analytics. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'analyse exploratoire des données. Plus spécifiquement, nous avons présenté les statistiques sommaires et des outils de visualisation. L'un des pères de l'analyse exploratoire des données, John Tukey, disait que ces statistiques sommaires révèlent des caractéristiques attendues, alors que les outils graphiques permettent quant à eux de révéler des facettes inattendues des données, d'où leur importance. Dans cette vidéo, nous allons approfondir nos connaissances sur ces outils graphiques. Plus précisément, nous aborderons la thématique de la narration visuelle, ou comment raconter une histoire avec des images et des données. Comme je vous le disais en introduction, les statistiques sommaires telles que la moyenne, la médiane, etc. sont quelques chiffres clés qui permettent de résumer certaines caractéristiques attendues d'un jeu de données, ce qui s'est passé. Elles sont importantes pour comprendre ce qui s'est déjà passé et sont généralement facilement accessibles et calculables à partir de simples requêtes. L'information qu'on retire de ces statistiques est importante pour prendre une décision appropriée. Cependant, les statistiques sommaires ne révèlent pas tout, comme illustré ici avec ces 4 jeux de données. Regardons-les plus en détail. Nous avons 4 jeux de données, avec chaque fois 2 colonnes, X et Y. J'attire votre attention plus particulièrement sur les 3 dernières lignes que nous avons ici. Il y a la somme, la moyenne et l'écart type. Et qu'est-ce que vous noterez? Ce sont toutes les mêmes statistiques. Nous avons donc une somme de 99 pour la première colonne X de ce dataset 1, etc. pour les autres jeux de données. Et donc la même chose pour les autres statistiques sommaires. En fait, si maintenant on illustre avec des nuages de points ces 4 jeux de données, on se rend compte assez rapidement qu'ils ont des structures complètement différentes les uns des autres. Ils racontent chacun une histoire différente. Je vous ai parlé des sommes, moyennes et écart type. En plus, ces 4 jeux de données partagent exactement les mêmes corrélations entre X et Y et la même droite de régression. Bref, vous l'aurez compris, les statistiques sommaires, bien que très utiles, ne sont pas des outils suffisants. Alors vous pourriez argumenter qu'on pourrait rajouter encore un nombre plus grand de statistiques sommaires. On pourrait par exemple s'intéresser au facteur d'asymétrie, le skewness, ou à l'épaisseur des queues, le kurtosis. Et là, certainement, on observerait des différences. Oui, mais là, avec un simple graphique, vous avez immédiatement compris leurs différences. Prenons un autre exemple pour essayer de vous convaincre que les statistiques sommaires ne nous révèlent pas l'entièreté de l'histoire. Supposons que vous obteniez 8 sur 15 à l'examen de mi-session et que la moyenne générale de la classe se situe à 7,64. Avec cette information, j'imagine que vous êtes plutôt satisfait de vous-même. Êtes-vous un bon élève? Qu'en pensez-vous? Regardons maintenant la distribution des notes sur un histogramme. On se rend compte immédiatement que nous avons ici un pic à 0. Ce sont en fait tous les élèves qui n'ont pas participé à l'examen. En réalité, avec un score de 8, vous vous retrouvez parmi les plus mauvaises notes, parmi ceux qui ont participé à l'examen. Vous l'aurez compris, les statistiques sommaires sont intéressantes, mais aussi connaissent des limites. Les techniques de visualisation sont donc aussi très importantes, en particulier les outils dynamiques de visualisation. Comme je vous le disais en introduction, la force d'une représentation graphique est qu'elle nous permet de repérer des facettes inattendues des données. L'œil humain est un outil très puissant. Il existe bien évidemment de nombreux outils de visualisation. On a illustré ici une partie. Sur l'axe horizontal, on a les capacités de ces outils. Et sur l'axe vertical, on a la difficulté ou le coût d'entrée pour pouvoir les utiliser. Par exemple, si l'on a besoin de savoir coder, comme avec Seaborn que nous avons ici, et que vous connaissez déjà certainement. Alors on sera plutôt dans cette partie, et c'est dans cette zone qu'on travaillera dans cette classe. Pour bien comprendre le pouvoir de la visualisation, voyons cet exemple tiré du XVIIIe siècle, et plus précisément à cette époque où une épidémie de choléra sévissait à Londres. Pour essayer de bien comprendre comment la maladie se propageait, chose encore peu connue à l'époque, un épidémiologiste du nom de John Snow a cartographié les morts du choléra, ou plutôt leur nombre, par quartier et adresse.
Une barre, par exemple, sur ce graphique signifie que nous avons un mort pour cette adresse ici donnée. Il a ainsi réussi à déterminer un cluster ou une zone, un quartier, où il y avait, semble-t-il, plus de morts. Et qu'a-t-il découvert? Il a découvert qu'au centre de ce quartier, ici, se trouvait un puits, une zone où les gens venaient chercher de l'eau pour s'abreuver. Alors à l'époque, les maisons n'étaient pas encore équipées de l'eau courante, et donc tout le monde se rendait au puits pour prendre de l'eau. La légende raconte que Jon Snow a retiré le manche de ce puits et empêchant ainsi les gens de pomper de l'eau. La bactérie responsable du choléra n'étant plus transmise, l'épidémie aurait ainsi diminué, pour le moins dans ce quartier. Ils avaient ainsi découvert que le choléra se transmettait par l'eau et non pas, par exemple, par l'air comme on aurait pu le penser. Et donc des campagnes de prévention plus spécifiques ont ensuite eu lieu, comme sur cette affiche. La visualisation a deux buts distincts. Le premier que nous venons de voir est l'exploration des données pour mieux comprendre la situation et choisir comment procéder ou de vérifier ou invalider certaines hypothèses. Un deuxième objectif, qui se situe lui plus en fin de projet, c'est-à-dire lorsque l'on a déjà exploré et analysé les données et construit un modèle prédictif par exemple, c'est l'étape de communication des résultats. C'est une étape très importante où l'on va présenter les résultats à une audience. Ça peut par exemple être partager des résultats avec son équipe de recherche et c'est donc important de bien maîtriser le message que l'on souhaite passer et la discussion que l'on souhaite avoir. Revenons sur le premier objectif, celui de l'exploration. Il existe différents types de représentations, dont voici une liste. Donc nous avons déjà parlé ensemble dans une vidéo précédente d'histogramme, de boxplot, de nuages de points, de pairplot. Et vous avez ici donc le boxplot, l'histogramme et le nuage de points. On a également rajouté le violin plot ici, ou graphique en violon. Donc ce graphique combine les informations du boxplot. On y retrouve donc les quantités importantes comme la médiane, les quartiles, les maximums et minimums. Et on a également l'information de l'histogramme avec la forme de la distribution. Mais tous ces graphiques sont statiques. Mais les graphiques ne sont pas nécessairement statiques. Il est même très intéressant d'avoir des représentations dynamiques pour mieux comprendre un phénomène. Cela est d'autant plus vrai avec les données massives ou big data, où il est bien difficile de se représenter l'ensemble des données. Voici un exemple tiré du New York Times, où l'on essaye de répondre à la question: est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter un bien immobilier, en fonction de plusieurs attributs: le prix du bien, le nombre d'années qu'on pense rester, le taux d'intérêt, etc. Je vous invite à vous rendre sur le lien qui s'affiche à votre écran et à jouer avec les différents paramètres pour vous convaincre de l'intérêt de ce graphique dynamique. Voici un autre graphique dynamique. Le dynamisme dans ce graphique est différent de celui présenté au slide précédent. Ici, l'aspect dynamique est que les labels changent en fonction de où la souris passe. Pour profiter pleinement de cette expérience, je vous invite encore une fois à vous rendre sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Le graphique n'est pas forcément très facile à comprendre du premier coup d'œil, mais il est très bien réalisé. L'idée principale de ce graphique est de représenter la répartition de différents métiers entre 1980 et 2012, pour les salaires entre 40 000 et 80 000 $, en indiquant en plus la composante homme-femme du métier. Chaque barre est construite avec deux points. Le point à gauche indique le nombre d'emplois en pour 1000 pour les années 1980 et le point à droite pour 2012. Prenons cette barre par exemple qui représente le nombre d'infirmiers diplômés, ou plutôt devrais-je dire le nombre d'infirmières diplômées, car comme la couleur l'indique, ce métier est principalement occupé par des femmes. Dans les années 80, on retrouvait 19 infirmières pour 1000, et dans les années 2012, ici, on en trouve 39 pour 1000. À noter que si une barre change de couleur, alors cela indique que la composition du genre pour ce métier a évolué
entre 1980 et 2012. Ce graphique est donc très riche en informations. Si l'on avait voulu placer tous les labels, il serait devenu complètement illisible. Mais grâce au dynamisme du graphique, le New York Times a réussi à tout résumer en un seul graphique lisible. Après cette courte introduction, continuons sur les règles de visualisation. Avec cette citation que je paraphrase, le but d'une représentation graphique n'est pas la beauté de l'image, mais l'idée qu'elle véhicule. On distingue 4 composantes principales si vous souhaitez que la visualisation rencontre un succès. Alors, on a besoin en premier lieu de données. Ensuite, nous avons l'objectif. Quel est le message que l'on souhaite faire passer? Troisièmement, nous avons la forme visuelle, la métaphore qui va véhiculer le message. Et finalement, nous avons la narration, l'histoire que l'on souhaite raconter. Bien sûr, la narration dépendra de l'audience à laquelle elle s'adresse. Si le public est spécifique, alors la narration devrait être adaptée. Voyons maintenant les 4 règles de visualisation. Nous avons en 1 la simplicité, la conception visuelle, l'adaptation au public et finalement l'intégrité graphique, que nous allons revoir en détail maintenant. Commençons par la règle de simplicité. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici un graphique. Sur l'axe des X, nous avons le nombre de médailles olympiques gagnées, et sur l'axe des Y, nous avons la population en millions d'habitants. Ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a un grand nuage de points avec plein de labels, ici. Ce n'est pas très clair. Maintenant, on distingue les États-Unis et la Russie qui se démarquent un petit peu. Si l'objectif est d'illustrer le nombre de médailles par pays, alors peut-être que ce graphique est plus facile à lire. Ici, on distingue la Suisse et la Russie qu'on a mis en évidence. On peut supposer que c'était l'intention de la personne qui a créé ce graphique. Le diagramme à bâton est donc plus facile à lire. La règle de simplicité ne fait pas uniquement référence à la forme du graphique, mais également à d'autres composantes d'un graphique. Par exemple, ici, nous avons 2 fois le même diagramme en bâton, où l'on utilisait 2 polices différentes, sans sérif et sérif. Lequel vous semble plus simple? Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que le diagramme sur la gauche est plus facile à lire, avec la police sans sérif, qui contient donc moins de détails. Ici, on a agrandi ce que cela veut dire sérif, on se rend compte qu'il y a plus de détails. Cela rend donc la lecture plus difficile, ça demande un effort supplémentaire à votre cerveau. La règle de simplicité signifie également de prendre en compte la perspective. Prenons cet exemple. Le graphique sur la gauche demande plus d'effort à la lecture à cause de la perspective. Et donc c'est quelque chose dont vous devrez prendre en compte. En parlant de simplicité, voici un autre exemple tiré de l'art moderne, de Picasso plus précisément, et qui peut-être vous inspirer. Il s'agit de dessins de taureaux, où l'on a sur la gauche un dessin plutôt réaliste, plutôt proche de ce qu'on peut observer, et l'artiste a ensuite tenté de simplifier au maximum l'idée de l'animal de manière de plus en plus abstraite. Simplicité veut également dire éviter la surcharge graphique. Sur cet exemple, que pourriez-vous supprimer? Les droites verticales ne semblent pas apporter une information intéressante, et on peut sans autre les supprimer. Voici côte à côte les mêmes graphiques, mais où celui de droite a été simplifié. La couleur a même été simplifiée. Voyons maintenant la deuxième règle, la conception graphique. Nous allons voir 3 volets. Le type de visualisation, la visualisation pour des objets de dimension supérieure à 2, et certains principes de conception.
En général, on distingue 4 types de visualisation. Une visualisation de comparaison, comme par exemple avec un line chart. Visualiser une relation, comme par exemple ici avec un nuage de points. Visualiser une composition, comme par exemple ici avec un camembert. Et finalement, visualiser une distribution, comme ici représentée avec cet histogramme. Donc, en fonction du type de visualisation souhaité, il y a des techniques différentes qui s'appliquent. Bien entendu, il existe de nombreuses autres représentations graphiques, comme illustré ici. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour lire les différents graphiques qui sont représentés. De nombreuses personnes utilisent des lignes de manière erronée. Une ligne suggère une relation, alors que sur cet exemple, il n'y a pas de relation spécifique entre les deux attributs. Female ou male, donc femme et homme, ou 10 ans et 12 ans. Les lignes peuvent être utilisées par exemple si l'on parle d'une même entité testée sous différentes facettes ou si l'on a une série temporelle. Donc ici, le diagramme en bâton serait plus approprié. Pour visualiser une composition, on peut utiliser un camembert ou un diagramme à bâton. Lequel de ces deux graphiques vous paraît le plus approprié dans le cas présent? On a donc représenté les parts de marché par compagnie, et le message que l'on souhaite faire passer est dans le titre. 65% du marché est contrôlé par les compagnies B et C. Le camembert rend la lecture de ce message plus facile. Le diagramme à bâton demande plus d'efforts pour comprendre ce même message. Une autre représentation possible est d'utiliser un diagramme à bâton superposé, comme ici, afin de rendre le message plus directement compréhensible. Pour visualiser une distribution, voici deux graphiques portant sur les mêmes données. En faisant varier l'intensité de la couleur, comme sur le graphique ici à droite, on peut plus facilement se représenter l'idée de la concentration de la distribution. Tous les points ici rendent cet exercice un peu plus difficile. La surcharge est donc un problème fréquemment rencontré avec la visualisation de distribution. Ça rend la lecture difficile. Ici, on a illustré la distribution du prix par rapport au carat pour des diamants. Il y a beaucoup trop de points. La lecture n'est pas aisée et il est préférable d'avoir une représentation graphique plus nuancée, par exemple en jonglant sur l'intensité des couleurs. La valeur alpha, ici, est un paramètre de transparence sur lequel, bien souvent, le programme vous permet de jongler. Bien sûr, il y a aussi d'autres moyens de rendre le graphique plus digeste, comme modifier la taille des points, leur forme ou leur nombre. À mentionner également que pour les labels, des algorithmes permettent d'empêcher leur surcharge, c'est-à-dire qu'ils soient imprimés les uns sur les autres. Beaucoup de données de nos jours peuvent être vues sur une carte. Voici un exemple sur l'élection américaine de 2012 qui opposait Obama à Mitt Romney. Les données sont exactement les mêmes sur les deux graphiques, par contre, le message est différent. À droite, le bleu domine, alors qu'à gauche, c'est plutôt le rouge qui représente le Parti républicain qui domine. Le graphique de droite donne une vue peut-être plus précise, car elle concerne les counties américains, ou les comtés, alors que celui de gauche représente les États. Dans de nombreux cas, on est amené à représenter des données qui comportent plus que deux dimensions. Un moyen de représenter une troisième dimension est par exemple en ajoutant une couleur, pour ici un label. Ce même graphique aurait pu être représenté avec un graphique qui donne une perspective en 3 dimensions. Mais on se rend vite compte que ce n'est pas un graphique facile à lire, et donc on va plutôt éviter ce genre de graphique comme ici. Un autre moyen d'inclure une troisième dimension dans un graphique en 2D est de jouer sur la taille des points, comme ici pour un attribut quantitatif. On a également joué sur la couleur. Pour représenter des dimensions supérieures à 3, voici un pairplot que je vous avais déjà présenté dans la vidéo précédente. Sur ce graphique sont présentées 5 dimensions,
les longueurs et largeurs pour les pétales et les sépales, et de différentes variétés d'iris. Cette représentation se généralise malheureusement mal à des dimensions beaucoup plus élevées. Dans ce cas, une représentation possible est d'utiliser la visualisation suivante. Chaque axe représente une dimension et chaque ligne correspond à une entité. Les droites parallèles, comme ici, représentent donc des informations similaires et donc cette représentation permet de dévoiler certains regroupements possibles. On peut parler éventuellement de séquences. Lorsque l'on parle de données massives, comme avec une carte qui contient énormément d'informations, on peut considérer d'autres options comme zoomer et dézoomer sur la carte, changer aussi les points de vue, comme par exemple ici, avec la vue carte, une vue satellite, et même la possibilité d'avoir la street view, c'est-à-dire la vue d'une personne sur le terrain. Finissons cette partie sur la conceptualisation visuelle avec quelques principes. Nos cerveaux sont programmés pour détecter des différences. Faisons l'exercice de pensée suivant. Supposons que l'homme ait vécu dans la forêt à une époque préhistorique. Pour survivre et éviter de se faire dévorer par une bête féroce, l'homme devait essayer de détecter ses prédateurs dans la nature. Chose amusante qui vient corroborer cet exercice de pensée est la découverte que l'œil humain est beaucoup plus sensible aux nuances de vert que d'autres couleurs. Maintenant, si je prends ce graphique et je le modifie légèrement, vous allez immédiatement repérer la forme qui a été modifiée. Et pareil si je change de couleur. Il y a donc différentes manières de mettre un élément graphique en avant. Changement de couleur, d'orientation, de taille. On peut éventuellement entourer cet élément, l'épaissir ou finalement changer d'intensité. Il y a donc différents choix qui doivent être pris. Et c'est vrai plus particulièrement en ce qui concerne le positionnement et le format. Nous avons ici 4 fois les mêmes représentations. Sur la gauche, les labels sont moins faciles à lire ou à interpréter que leurs équivalents à droite. Par exemple, sur ce graphique, il n'est pas clair qu'est-ce que la population en millions vient faire. On ne sait pas s'il s'agit de l'axe vertical ou de l'axe horizontal. C'est beaucoup plus clair ici à droite. Ou c'est très compliqué de lire ici le label écrit de manière verticale. À ce moment-là, on serait tenté plutôt de changer l'orientation. Sur cet exemple, il est plus facile de lire le diagramme à bâton avec les labels horizontaux que des labels en biais, comme ici. Cette lecture n'est pas très facile. Ici, il y a trop de détails redondants, rendant la lecture difficile. On a population qui revient pour chaque pays. Il est donc plus opportun d'annoncer une seule fois qu'il s'agit de population comme ici. Vous avez aussi certainement déjà remarqué que certaines personnes utilisent des polices italiques ou en gras sur leur graphique. Ce n'est pas forcément nécessaire. Ça peut être utilisé de manière parcimonieuse pour souligner certains aspects que vous voulez mettre en avant, comme ici. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de faire des choix graphiques. Des sources d'inspiration sont les journaux et les médias, qui se sont spécialisés depuis longtemps sur l'utilisation des outils graphiques. Je vous ai d'ailleurs montré 2 exemples du New York Times dans les premiers slides. Voici un autre exemple tiré du journal The Economist qui essaie de présenter l'humeur des chansons écoutées sur Spotify par pays et par mois. Ils ont mis en évidence le mois de février et de juillet, février correspondant à l'humeur la plus triste et juillet à l'humeur la plus joyeuse, juste après les examens j'imagine. Je vous invite à consulter ce graphique sur cette adresse. Voici un autre exemple tiré du magazine allemand d'investigation Der Spiegel. Ici, ils ont représenté les relations entre différentes entreprises grâce à ce graphique. Voici une série d'autres graphiques tirés de différents journaux et magazines.
Les points à retenir sont que ces graphiques sont simples, les couleurs sont sobres, et seules les informations principales sont présentées et mises en avant. Regardons maintenant la troisième règle, l'adaptation au public. Il y a deux éléments dont il faut se rappeler. Quel est le message et quelle stratégie employer pour narrer l'histoire? Afin de connaître son public, voici 4 questions auxquelles vous devriez pouvoir répondre. Quelle est votre audience? Quelle expérience avez-vous en commun et quels sont vos buts communs? Qu'est-ce que l'audience sait ou ne sait pas? Quelle information est la plus cruciale pour l'audience? Quel rôle ont les représentations visuelles? Troisièmement, pourquoi s'intéressent-ils à votre présentation? Qu'est-ce qui pourrait les motiver? Qu'est-ce qui pourrait les surprendre dans le but d'attirer leur attention? Et finalement, quel message souhaitez-vous faire passer? Lorsque vous présentez quelque chose, il y a une certaine part de subjectivité. Voici 2 fois les mêmes informations visuelles sur le nombre de morts en Irak, mais où le focal est complètement différent. À droite, on parle plutôt de déclin, ici. Alors que sur la gauche, on a plutôt quelque chose qui ressemble à du sang. Le message est donc bien différent. Voici une autre représentation graphique sur les mensonges que l'on a représentés avec un long nez en référence à Pinocchio. L'idée principale est que 58% des Allemands mentent dans leur quotidien, avec des pourcentages différents en fonction de différentes catégories. On distingue 4 stratégies pour narrer une histoire. Bien entendu, vous devriez toujours diriger la narration à travers les étapes principales et souligner les idées clés que vous voulez faire passer. Mais il y a donc 4 stratégies visuelles à employer. Des titres descriptifs, des sous-titres descriptifs, des annotations et des saturations telles que des couleurs peuvent vous aider. Pour bien comprendre ce qu'on entend par ces 4 stratégies, regardons un exemple ensemble. Vous avez ici représenté 2 fois les mêmes informations. La différence est que sur le graphique de droite, les 4 stratégies visuelles ont été employées. Vous avez le titre avec le sous-titre ici, une annotation, et nous avons utilisé la saturation ici pour mettre en évidence le message important. Vous avez ici un autre exemple avec le titre, le sous-titre ou une description. Et ce qui est intéressant ici de noter, c'est que l'on a mis un seul point avec une annotation pour bien mettre en évidence un certain événement, contrairement sur le graphique de gauche où on vous a mis tous les points mais qui n'ont pas d'intérêt particulier. Voici un autre exemple un peu plus complexe sur le lien entre cancer et fumée. Ici, le point essentiel à relever est l'utilisation de numéros pour aider le lecteur à suivre le fil. On a le 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme une bande dessinée, on a besoin de suivre les numéros pour bien comprendre l'histoire. On peut réaliser quelque chose de similaire en jouant sur la taille des éléments graphiques, comme représenté ici. Naturellement, on commence par les éléments les plus grands et on regarde jusqu'aux éléments les plus petits. Ici, donc, pour aider la lecture du graphique, on a un titre, on a différentes annotations, des boîtes de texte et des labels ou des légendes. Abordons la dernière règle de visualisation, l'intégrité graphique. Par intégrité graphique, on entend que vous ne devriez pas intentionnellement cacher, sélectionner ou mentir sur certains faits, certaines données, pour le seul but du message que vous voulez faire passer. Ici, nous avons illustré la température annuelle, et le graphique donne l'impression que la température est plus ou moins constante
ces dernières années, de 97 à 2012. Si maintenant on élargit le nombre d'années prises en considération, on se rend compte que la tendance est plutôt à la hausse pour ces 50 dernières années. Bien entendu, si on considérait une fourchette encore plus large, la figure serait encore certainement différente et la question du réchauffement climatique pourrait même être remise en doute. Voici un autre exemple avec ce diagramme à bâton où l'axe vertical a été tronqué. Sur la droite, vous avez ce même graphique dans son entier. On se rend compte que la différence n'est pas si énorme. Un autre problème peut être lié à une mauvaise mise à l'échelle. Ici, nous avons A d'un côté et B de l'autre. B est 3 fois plus grand. Donc jusqu'ici, ça va. L'échelle sur l'axe des Y est correcte. Par contre, on se rend compte ici qu'on peut mettre 9 fois A dans B, plus ou moins. Et donc B n'est pas 9 fois plus grand que A. L'idée était qu'il était que 3 fois plus grand. Il s'agit donc d'une exagération trompeuse. Similairement, une perspective peut donner une fausse impression, comme ici. Les tranches rouges et vertes du camembert sont en réalité la même taille, mais avec cette perspective, ça donne l'impression que la tranche rouge est bien plus grande. Cette stratégie a été par exemple employée même par les meilleurs, comme Steve Jobs. Ça donne l'impression que même si le pourcentage de 19,5% est indiqué, ça donne l'impression qu'il est plus important, par exemple, que les 21,2% des autres. Et ça reste plus ou moins similaire aux 39% de RIM. Donc RIM, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'entreprise qui était derrière les BlackBerry. Finissons cette vidéo avec un peu de terminologie qui a été employée. Nous avons parlé de John Snow, un célèbre épidémiologiste britannique, et de comment, grâce à une représentation graphique, il a mieux compris le choléra et participé à mettre un terme à cette épidémie au XVIIIe siècle. Nous avons parlé également de John Tukey et l'idée qu'un graphique est très utile pour repérer des aspects inattendus des données, au contraire des statistiques descriptives qui rapportent des chiffres espérés. Nous avons également évoqué Ben Schneiderman et l'idée que le but d'une représentation graphique est le message que cette représentation fait passer, et non pas une simple image en soi. Nous avons parlé également des différentes règles de visualisation. L'une de ces règles principales est l'idée de garder un graphique le plus simple possible. On vient également de parler d'intégrité graphique et on a également parlé du fait d'adapter les graphiques et la narration à l'audience cible. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le revoir ou cliquer sur les autres vidéos de cette série de vidéos pour le cours de Business Intelligence et Analytics donné à HEC Lausanne. Maintenant, c'est votre business de faire parler votre intelligence et démontrer vos capacités analytiques.